Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle édition de Chronique Astro. Je m'appelle Stéphanie et cette semaine, je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le mardi 19 février 2019 à 16h53 heure de Paris. Cette pleine lune se tiendra dans le signe de la Vierge. Alors, de quoi nous parle la lune dans ce signe ? La lune en Vierge nous donne envie de nous rendre utiles, de développer notre sens pratique, d'être ordonné, efficace et surtout de faire preuve de beaucoup de discernement, car Mercure, qui est une planète cérébrale par essence, en est le maître. La Vierge est un signe de terre qui adore comprendre les rouages des mécaniques les plus sophistiqués. Et pour comprendre, il faut analyser, se servir de sa tête, observer les détails les plus discrets, se poser les bonnes questions et en tirer des conclusions objectives, le tout en un clin d'œil et avec justesse. Les Vierges excellent dans ces domaines. C'est un signe féminin, la Vierge est plus réceptive qu'active. Son action se concentre sur l'élaboration mentale plus que sur la fabrication. Elle préfère d'ailleurs laisser faire ceux qu'elle pense plus habiles qu'elle. Ou mieux encore, elle préfère mettre ses talents au service des autres, qui eux en feront, selon son appréciation, ou plutôt sa dépréciation, un meilleur usage qu'elle-même. Car oui, paradoxalement, les Vierges manquent un peu de confiance en elles. À tort, bien sûr. Ce sont de très bons enseignants, des bras droits irremplaçables, à qui on peut confier beaucoup de responsabilités. On dit parfois que personne n'est irremplaçable, tout au moins, vous savez, dans les grandes entreprises. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Déjà sur ce principe, que je trouve inhumain, et en plus parce que s'il y a bien une personne qui l'est, irremplaçable, et particulièrement dans le travail, c'est bien une ou un vierge. Car les natives et les natifs de ce signe donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes. Enfin, si aucun aspect disharmonique ne vient les contrarier. Sinon, on dit qu'elles deviennent folles, nos vierges, qu'elles en font trop, qu'elles deviennent rigides, tatillons, critiques. Mais finalement, c'est bien la même chose pour tous les autres signes. Il y a toujours un moment ou à un autre, un petit gravier qui vient bloquer la mécanique, provoquer le bug et activer le côté obscur. Chaque médaille a son revers. La Vierge est aussi un signe mutable, qui a le chic d'organiser de façon optimale toute chose. Leur ingéniosité et leur excellente mémoire leur permettent de ne jamais être pris au dépourvu. Ils ont le sens de l'à propos, des réponses à tout et des idées, surtout. Avec la pleine lune en Vierge, plus que jamais on pressent, plutôt on prend conscience que chacune de nos actions aura des conséquences sur l'avenir et qu'il faudrait remettre un peu d'ordre dans notre vie si on veut avancer. Sauf que, comme toujours lors d'une pleine lune, le soleil se trouve en opposition dans le signe opposé et contraire donc. Et lui, à 0,42 du Poisson, il aspire à toute autre chose. Le discernement, c'est pas son fort. Le soleil, dans ce signe du grand tout, se fiche bien des détails. L'organisation et la productivité l'indiffèrent, mais alors au plus haut niveau, et lui passe complètement au-dessus. Lui, son domaine de prédilection, c'est plus les rêves, les grands idéaux, la dilution de tout, l'abstraction. Mercure, le maître de la Vierge, se trouve lui aussi dans ce signe insondable des Poissons. Il est conjoint à Neptune, le maître d'océan, ce qui ne manquera pas d'altérer encore plus nos facultés de discernement. Avec 3 planètes dans ce signe, l'influence neptunienne est très forte pour cette pleine lune. La communication pourrait aussi être troublée. On pourrait être comme empêché de s'exprimer comme on le voudrait, ou comme on le fait habituellement. Ça pourrait se manifester de différentes façons. Par exemple, on pourrait avoir une banale extinction de voix. En hiver, c'est bien possible de prendre froid à la gorge. Ou
Imaginons qu'on suive une formation et que, n'ayant pas encore d'avis sur la question, puisqu'on ne la maîtrise pas, on préfère ne rien dire. Ou encore, peut-être, on peut être en phase d'acquisition d'un jargon. Je pense aux gilets jaunes, par exemple. Ils apprennent à communiquer avec les politiques, et l'inverse est probable aussi. Ou pour ceux qui partiraient à l'étranger, eh bien, s'ils ne connaissent pas la langue locale, ils auront du mal à communiquer et à se faire comprendre. Ou bien on peut aussi porter un secret, puisque le poisson, en analogie avec la maison 12, parle de choses cachées, enfermées, de messages codés. Et cet empêchement à communiquer nous amènera à plus réfléchir. Ce transit de Mercure va durer un petit peu puisqu'il sortira du Poisson pour entrer dans le Bélier le 18 avril, après une phase de rétrogradation au mois de mars, dans ce signe du Poisson. Ce qui aura du coup l'avantage de nous laisser le temps de bien assimiler quelque chose qui au premier abord n'était pas clair. Par contre, cette longueur de temps pourrait aussi mettre les nerfs à l'épreuve, ou créer de la frustration, de l'impatience et de la maladresse. C'est un passage délicat, car on ne voit pas très bien où toutes ces manœuvres ou déplacements pourront nous conduire. Et d'ailleurs, si la période peut s'avérer très inspirante pour ceux qui sont dans la création, à l'inverse, pour les plus cartésiens, ce pourrait être une période de flou, le plus artistique, ce qui pourrait générer un peu de stress. La conjonction Mercure-Neptune se trouve aussi au carré de Jupiter. Cet aspect parle de fuite des responsabilités, soit physiquement, en quittant un lieu, soit mentalement, en s'évadant par le rêve, le sommeil ou l'alcool. Attention donc aux gaffes, à l'auto-sabotage, vous savez, quand on en dit trop. Attention à l'enlisement, ou quand on n'en dit pas assez, au risque de paraître méprisant. L'idéal, c'est le juste milieu, ni extraversion, ni introversion, et surtout, beaucoup de sobriété. Neptune est plus lent que Jupiter, il est donc plus puissant, et il nous demande donc de lui laisser le contrôle, puisque tôt ou tard, c'est son influence qui dominera. On peut toujours résister, mais c'est aussi prendre le risque de s'embourber encore davantage, comme dans des sables mouvants. La terre de la Vierge et l'eau des Poissons donnent un mélange très collant, dont il est difficile de s'extirper. Heureusement, Mercure et Neptune forment aussi 3 sextiles avec 3 planètes en conjonction dans le signe du Capricorne. Alors pour ceux qui suivent, vous aurez compris de qui je parle, de Pluton, de Saturne et de Vénus. À part Vénus qui ne restera que quelques semaines jusqu'à début mars, Pluton et Saturne sont encore là pour un bon bout de temps. On en a déjà parlé et on en reparlera de plus en plus dans les prochains mois. Ensemble, ils réforment sur le plan collectif les structures gouvernementales, comme on le voit dans l'actualité avec les Gilets jaunes. Et sur le plan individuel aussi, ils nous obligent à consolider et à rénover nos bases. Tout dépend de où se passe cette conjonction dans le thème natal de chacun, dans quelle maison. À l'issue de ce transit qui durera jusqu'à 2020, ce secteur de notre vie aura profondément été transformé. Si c'est en maison 6, par exemple, maison en analogie avec la Vierge, ça pourrait toucher le travail, ou la santé, ou les animaux de compagnie, ou tout à la fois éventuellement. Pour l'heure, Mercure forme un sextile à Pluton, ce qui va renforcer notre pouvoir de persuasion et on saura mieux lire entre les lignes. Cet aspect nous permettra une compréhension plus profonde, notamment des enjeux sur le long terme. Et ainsi, on aura plus de recul sur la situation, ce qui nous épargnera, logiquement, certains pièges. On pourra s'appuyer sur nos acquis intellectuels et notre instinct. Ce sextile nous aidera à avancer plus sereinement, même dans le brouillard, sans visibilité.
Mercure en sextile à Saturne pourrait bien nous permettre de conclure un accord, un contrat, une entente qui portera sur le long terme. On peut s'engager dans une voie. Mais vu que Mercure vient d'entrer dans sa part d'ombre, c'est-à-dire qu'il va parcourir les degrés sur lesquels il va repasser encore 2 autres fois, et on dit qu'il est préférable de ne rien signer pendant cette période, parce que sinon on aurait à revenir sur ces accords. On pourrait y être contraint. Donc si possible, il serait préférable d'attendre la fin de la période pour signer tout document. Mais bon, à notre époque, évidemment, c'est pas toujours possible de repousser. On risque au bout d'un moment de se faire piquer la place ou que le contrat nous passe sous le nez. Surtout que c'est long d'attendre jusqu'au 18 avril. Alors, si vous êtes dans cette situation, prenez simplement bien le temps de tout vérifier 2 fois, de communiquer si certains points ne sont pas conformes à l'accord initial, de demander des éclaircissements. Et assurez-vous aussi d'être au clair avec vous-même. Assurez-vous d'être très objectif quant à la viabilité de ce que l'on vous propose ou dans quoi vous vous engagez. Car Mercure en sextile à Vénus, que de belles paroles que l'on entend ou que l'on prononce. Mais réalistement, pourrons-nous vraiment honorer notre parole ? Admettez que c'est un peu confus au fond. L'intention est belle et pure, mais gare aux déceptions, aux désillusions. N'oubliez pas que Mercure est en Poisson. Il est plein de bonnes intentions. Tant que Mercure est en marche directe, c'est-à-dire jusqu'à la nouvelle lune du 6 mars, avec ce sextile à Saturne, on peut compter sur la fiabilité de notre jugement, puisque ces 2 planètes en bon aspect permettent une vision très constructive de l'avenir. Saturne, en sextile à Neptune, elles travaillent déjà ensemble depuis pas mal de temps, à la réalisation de nos rêves. Vénus est conjointe à Saturne et à Pluton. C'est pas l'extase pour notre Vénus qui préfère se la couler douce, mais si c'est pour mieux faire fructifier nos avoirs, ou mieux se stabiliser, elle y va de bon cœur, elle fournit les efforts nécessaires. Pluton peut révéler un attachement quasi obsessionnel, alors soit au monde matériel, soit à l'immatériel, aux sentiments, aux émotions, à l'invisible et peut-être même à la religion. Pluton exacerbe la dépendance de Vénus. Sur le plan sentimental, on peut traverser une phase affective très intense. D'ailleurs, on peut avoir très peur de perdre l'objet ou la personne de qui dépend notre bonheur, notre bien-être. Alors Vénus nous donne un coup de main avec Pluton et elle nous rend magnétiques, irrésistibles et accros. On peut être tenté d'user et d'abuser de nos atouts pour parvenir à nos fins. On peut se livrer à une certaine forme de manipulation sur notre entourage, pour ne pas être privé de ce bonheur. Mais le danger, encore une fois, c'est qu'on peut s'enliser dans une situation dont il sera difficile de se sortir, et même qui peut s'avérer destructrice. Attention donc de ne pas survaloriser certaines choses, certaines situations, certains attachements ou certaines personnes. Utilisons l'énergie de la lune en Vierge pour nous recentrer sur l'essentiel et dépassionner un peu tout ça. Heureusement, avec Saturne, Vénus est très structurée. D'apparence réservée, elle appréhende la vie avec beaucoup de sérieux. On lui demande de sacrifier un petit confort, certains petits plaisirs immédiats au nom d'un avenir qui s'avère pourtant brumeux. Pas de souci. Ce qui est bien avec Vénus, c'est qu'elle sait toujours comment tourner une situation à son avantage pour que les choses ne soient pas si pénibles que ça, finalement. Alors pour utiliser au mieux l'énergie de Vénus, mettons du cœur à tous les ouvrages.
même les plus ingrats. Au moins, on tirera toujours la satisfaction d'avoir essayé. Et au mieux, on pourrait tirer la satisfaction d'une belle gratification, d'une réussite. Un nouveau cycle de 225 jours environ commence entre ces trois planètes, Vénus, Saturne et Pluton. 225 jours, c'est à peu près le temps qu'il faut à Vénus pour faire le tour du zodiaque. Et comme chaque conjonction donne le point de départ d'un nouveau cycle, on en est là. Et il est question de renforcer nos valeurs, nos acquis, de redéfinir ce qui a vraiment et solidement de la valeur à nos yeux, ou plus précisément, les valeurs les plus chères à notre cœur. Pluton et Saturne comptent bien nous débarrasser du superflu, pour édifier un avenir fondé sur des bases plus saines, moins polluées. Ça me fait penser à une certaine enseigne de supermarché, que je ne citerai pas, mais que tout le monde reconnaîtra. Et cette enseigne surfe déjà sur ce créneau depuis plusieurs années. Leur slogan, c'est « le vrai prix des bonnes choses ». Eh bien, c'est à ça que me fait penser cette triple conjonction Vénus, Saturne et Pluton. Il faut arrêter d'acheter naïvement de la camelote à prix d'or. C'est à nous de changer nos habitudes de consommation. Tant qu'on continuera à payer le prix fort pour une qualité de plus en plus mauvaise, on continuera à être pris pour des idiots. C'est pas normal, mais c'est humain. D'ici 2020, quand Vénus aura traversé encore 2 cycles avec Saturne et Pluton, je suis prête à parier que certaines habitudes de consommation se seront totalement transformées. Prenons les bouteilles en plastique, par exemple. Aujourd'hui, certains États les interdisent déjà. On prend conscience de l'absurdité et de la dangerosité de cette industrie. Un jour, les bouteilles en plastique ne seront plus que de l'histoire ancienne pour le bien de la planète et pour notre bien à tous. Commençons dès à présent, limitons l'achat de produits issus de l'industrie pétrolière qui produisent des déchets très difficiles à recycler et très polluants, nous le savons tous. Arrêtons d'alimenter cette surconsommation. Revalorisons les producteurs locaux, baissons les taxes sur les produits qu'on achète le plus, ce qui favorisera la consommation. Répartissons mieux les taxes, notamment sur les produits polluants, ce qui obligera à développer d'autres procédés, plus innovants, plus créatifs. Tout ça, c'est déjà d'actualité. Et ce sont exactement les revendications des Gilets jaunes. Et c'est typiquement représentatif des énergies planétaires actuelles. Les enjeux sont très vénusiens, à la fois écologiques et économiques, et uraniens, avec la prochaine entrée d'Uranus en Taureau. Entrée qui se fera comme par hasard, s'il en est, au moment de la prochaine nouvelle lune, le 6 mars prochain, enfin autour de cette date. Uranus, dans ce signe, va rénover notre façon de nous alimenter, de prendre soin de nous, de consommer, de nous sustenter pour les plus littéraires. Et comme Vénus symbolise aussi la finance et les ressources, il va rénover aussi les systèmes bancaires, les taxes, etc., etc. Nous n'en sommes donc qu'au tout début. Et précisément, au moment de cette pleine lune du 19 février, se joue une drôle de partie entre Vénus, Saturne et Pluton en Capricorne, et Mars conjoint à Uranus, car même s'ils sont dorénavant dans des signes différents, et que cette conjonction est dite dissociée, elle est quand même encore effective. Et donc Mars et Uranus se trouvent au carré des 3 autres planètes en Capricorne. L'action rénovatrice, Mars-Uranus, se heurte au pouvoir conservateur, Pluton, Saturne et Vénus. Car oui, Mars est déjà entré en Taureau, il est un peu comme un valet, il vient annoncer l'arrivée prochaine d'un des seigneurs du zodiaque.
oyez, braves gens, l'heure est venue de retrousser vos manches. Uranus arrive. Et les natifs du Taureau vont particulièrement sentir la présence d'abord de Mars et ensuite d'Uranus dans leur signe, et bénéficieront avec Mars d'un surcroît d'énergie et de courage pour passer à l'action, action qui, une fois lancée, sera inarrêtable et directe jusqu'à ce qu'ils atteignent leur but. Certes, on dit parfois que le Taureau est partisan du moindre effort. En fait, il maîtrise l'art de s'économiser. Mais il agit avec force, et comme il ne se meut pas inutilement, sans mauvais jeu de mots, il transformera l'essai sans avoir besoin de s'y reprendre à deux fois. Avec Uranus, les taureaux vont être surpris d'explorer des territoires encore insensés au moment de cette pleine lune. Au moment de la pleine lune, Mars est aussi en trigone à la lune, qui trouve les moyens de garder la tête froide. Elle sait bien ce qu'elle veut. Uranus, lui, donc sur le 29e degré du Bélier, il est sur ce qu'on appelle un degré critique, où l'on renonce, où on laisse sûrement quelque chose derrière soi, quelque part inachevé, qu'on laisse en plan. Tant pis, ou tant mieux. Uranus aura utilisé au mieux l'énergie du Bélier pour éveiller les mentalités et le collectif pendant son transit dans ce signe. Avec Fukushima, il nous a démontré sa puissance et le danger nucléaire, qui est pourtant aujourd'hui, tout spécialement en France, une ressource qu'on utilise pour fabriquer l'électricité. À 29 degrés du Bélier, Uranus est déjà tourné vers le Taureau, mais il n'a peut-être pas dit son dernier mot. Parce que Uranus, il est du genre à vouloir marquer les esprits, d'autant plus qu'il forme encore un carré à Pluton, et par extension à Vénus et Saturne, puisqu'ils sont tous conjoints à ce moment-là. Certes, il s'agit d'un carré de plus en plus distendu, mais d'un carré quand même. On pourrait bien entendre encore parler d'avalanche, de tremblement de terre, surtout quand Uranus franchira le seuil du Taureau. Et sur le plan individuel, si ce carré active des points sensibles dans notre thème, il sera difficile de résister à l'appel du renouveau, qui compte bien sûr s'imposer tôt ou tard. Mais Mars et Uranus forment aussi, au moment de cette pleine lune, deux très beaux aspects à la pleine lune, justement au luminaire, un trigone à la lune et un sextile au soleil, ce qui viendra largement compenser l'éventuel renoncement douloureux qu'évoque le carré. On pourrait tout à fait recevoir de très belles propositions. Il pourrait bien se présenter une opportunité de rompre avec le passé, de nous libérer d'une situation qui nous paralysait. Évidemment, ce climat un peu neptunien sera piégeux. Il ne faudrait pas confondre la pauvre lumière d'un réverbère avec la clarté diffuse de la lune. La lune qui, souvenez-vous, en vierge et éclairée par le soleil, nous invite subtilement à faire preuve de discernement. Mais il ne faudra pas non plus passer à côté d'une occasion en or, par faiblesse d'âme, par peur de prendre un risque, ou pour avoir attendu la fin de la rétrogradation de Mercure, par exemple. À un moment, quand toutes les portes s'ouvrent, si on a bien vérifié plusieurs fois toutes les pages du contrat, si on a bien ressassé la question et répondu à toutes les éventualités, bon, et que le résultat escompté semble toujours aussi juteux et réaliste, quand tous les voyants sont au vert, alors il faut y aller. Certes, Neptune est très fort pour cette pleine lune, et le soleil qui fait son entrée en Poisson le soutient et le renforce. Ces énergies nous plongent dans la brume, mais c'est quelque part pour stimuler notre créativité, pour que le rêve crée la réalité. Neptune, sextile, Saturne. Saturne, sextile, Neptune. Pour permettre à Neptune de s'exprimer, sans nous contrôler, faisons-lui de la place. C'est une bonne période pour se livrer à toutes sortes d'activités neptuniennes. Lire ou écrire des poèmes,
Une nouvelle, un essai rédigé pendant ce transit de Mercure conjoint à Neptune pourrait être une petite pépite de la littérature. D'ailleurs, je trouve que c'est déjà palpable. Sur la twittosphère, comme on dit, je trouve qu'en ce moment, les gens écrivent mieux. Ils s'expriment avec plus de métaphores, de traits d'esprit, d'humour. Les tournures de phrases sont plus jolies, plus inspirées. Voilà le mot qui convient le mieux à Neptune. Autre activité neptunienne, on peut s'offrir un moment dans un spa, aller nager, à la piscine, même simplement prendre un bon bain, s'endormir dedans, s'y prélasser, prendre soin de soi, en se détendant, en faisant des étirements à l'infini, en faisant du yoga, en méditant, en écoutant de la musique, en allant à des concerts, en allant au cinéma ou en regardant un bon film dans son canapé. On peut avoir un peu plus sommeil que d'habitude pendant cette période, vu que les idées sont un peu embrumées, ça peut nous endormir un peu. Eh bien, écoutons notre corps et offrons-nous des micro-siestes. En faisant de la place à Neptune pour s'exprimer dans une part de notre vie, on garde, d'autre part, le contrôle de nos pensées, notre lucidité et notre vitalité. Par analogie, Neptune, c'est le signe des poissons dont il a la maîtrise. Et la maison 12 aussi, celle qui précède la maison 1. Et en maison 12, on s'y repose, on se répare, on se recentre. Tout ça pour nous préparer à entrer dans la maison 1, la maison du bélier, de Mars, du feu de l'action. Et oui, parce que dans quelques semaines, c'est déjà le printemps. Alors préparons-nous à passer à l'action. Réunissons nos forces, réfléchissons à nos objectifs, aux moyens dont nous disposons pour les mettre en œuvre. Soyons réceptifs. Et surtout, ménageons nos nerfs, qui seront bientôt massivement sollicités. Et ben voilà, c'est fini pour les énergies de cette pleine lune, chers auditeurs. Chronique Astro, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de liker si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la nouvelle lune du 6 mars. Et d'ici là, n'oubliez pas, l'astrologie nous donne les clés, à nous de savoir les utiliser. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Bye bye.